Concertina. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'ai essayé de me souvenir depuis combien de temps on se connaissait avec Antoine. Et je crois que ça fait pas loin de 40 ans. Donc, c'est plus qu'une amitié de 30 ans. Hein. On a passé le cap. Et les circonstances dans lesquelles on s'est rencontrés, je pense que c'est pas inintéressant dans le cadre de ces rencontres de les rappeler. C'était au début des années 80. Moi, je travaillais à la direction de l'administration pénitentiaire comme magistrat. J'étais en charge du développement des peines alternatives, du travail d'intérêt général dont on fête cette année les 40 ans. Donc il y avait eu, en 1985, un certain nombre de mouvements, comme on dit, dans les prisons, qui étaient en fait conduits par des jeunes, qui étaient issus des banlieues. On disait pas quartier populaire à l'époque, on disait clairement les banlieues. La directrice de l'administration pénitentiaire, Myriam Ezrati, le ministre de la Justice de l'époque, Robert Badinter, avait considéré que par rapport à ces mouvements, il y avait une question d'ordre, mais il y avait aussi d'autres questions et d'autres préoccupations qu'il fallait pouvoir initier une fois la sécurité et l'ordre établi. Et cette deuxième phase, c'était quelque chose qui s'appelait les opérations prévention-été, qui avait été lancées en 1981, après l'élection de François Mitterrand, où, si vous vous souvenez, pour certains d'entre vous, il y avait eu des révoltes sur un certain nombre de quartiers, notamment les Minguettes, à Lyon et à Vénissieux. La réponse du gouvernement de Pierre Mauroy avait été non pas une réponse de maintien de l'ordre, mais avait été une réponse de type préventif en lançant des opérations qui s'appelaient les opérations prévention-été, qui consistaient à mettre sur pied dans les quartiers un certain nombre d'actions, d'animations sportives, culturelles, avec des associations qui venaient apporter aux jeunes des cités un certain nombre de services et d'appui et d'accompagnement pendant la période des voyages d'été, des chantiers qu'ils pouvaient faire. Et ces opérations, on avait à la suite, donc 4 ans après, des événements qui s'étaient produits. Il y avait eu un développement de ces opérations prévention-été. Et la directrice de l'administration pénitentiaire nous avait demandé à Nicole Maestracci et moi, qui travaillions sur ce sujet, d'aller voir du côté de la ministre qui était en charge de ces opérations, qui s'appelait Georgina Dufoy, comment est-ce qu'on pouvait proposer ces opérations dans les établissements pénitentiaires en direction des jeunes. Et donc, nous sommes allés avec Nicole Maestracci dans les locaux de l'avenue de Ségur, où il y avait plusieurs personnes qui étaient dans son entourage. On n'a pas rencontré la ministre, mais il y avait Jean-Pierre Rosenzweig, il y avait Jean Blocaux, et il y avait
Antoine Lazarus qui gravitait tout ça. Et alors que, bon, souvent les réunions dans lesquelles l'administration pénitentiaire vient dire il faudrait qu'on fasse rentrer les personnes détenues dans les dispositifs de droit commun, c'est toujours un peu compliqué. Là, on n'a pas eu le temps de finir notre présentation que tous les trois, ils nous ont dit oui, on y va, on vous ouvre les financements des opérations et on vous ouvre aussi tout le carnet des associations qui peuvent intervenir dans les établissements dans les établissements pénitentiaires. Et donc, je voulais faire un peu ce rappel, bon, à la fois par rapport à l'actualité, dire qu'on peut faire un peu d'autres choses sur les quartiers, et puis les circonstances de notre rencontre qui avait à voir avec la prévention, avec la prison et avec une autre manière de travailler autour de la prison, et puis également l'occasion d'évoquer Nicole Maestracci qui est morte l'année dernière et qui a été membre du Conseil constitutionnel, qui a présidé la conférence de consensus sur la prévention de la récidive qui avait été lancée par Christiane Taubira en 2012 et qui était une grande dame et pour laquelle la maire de Paris a décidé de donner le nom d'une place dans le 20e arrondissement qui sera inaugurée la semaine prochaine, oui. le 7 juillet. Bon, moi, c'était une entrée en matière. Oui, mais sur laquelle je voudrais faire juste un commentaire, puisque c'est une manière de m'interviewer aussi, dis-tu, mais c'est pour faire remarquer que mon métier, moi je suis médecin. Je suis médecin, j'ai fait vraiment de la médecine. J'ai payé mes études en faisant de la réanimation, plein de choses. Et on me trouve là, dans le social, dans le ministère, voilà. Donc comment ça s'articule? Et ma discipline étant la santé publique, quand j'ai accepté d'être prof, parce que j'étais vraiment pas très demandeur, étant plutôt le pourfendeur du système, c'était à condition que je ne sois pas un prof de médecine habituel, si je peux dire. En France, ça s'appelle PUPH, professeur des universités, praticien hospitalier. Donc on travaille dans l'hôpital public. Si vous travaillez dans l'hôpital public, quoi que vous fassiez, vous travaillez sur quelle population? La population des gens qui fréquentent l'hôpital, soit qu'ils sont hospitalisés, soit en ambulatoire, soit qui sont un peu suivis, mais vous travaillez sur un espace relativement clos de la société. Moi j'ai dit d'accord santé publique, mais à condition que je travaille sur les populations en général, sur ce qui se passe. Bon. D'où le fait que j'ai été mis pendant des années et des années à disposition de l'Institut de l'enfance et de la famille, du préfet de la Seine-Saint-Denis, mais toujours, comment dire, avec ma fonction hospitalière, enfin, entre guillemets. Et j'irai pas plus loin que ça, mais ça signifie que quand on est proche de ceux qui font les lois, les réglementations, la haute administration, qui est un métier en soi, on a deux manières de voir le monde. L'une qui est la statistique, et qui est la population, et la manière de moins mal agir, c'est quand il y a une décision à prendre qui ne concerne jamais 100% des gens. Quelle que soit la décision, ceux qui en ont le plus besoin sont toujours ceux qui sont le moins bien servis, même quand vous montez une action de quartier ou quand vous montez un un centre d'hébergement, que sais-je. Mais le propre d'un public de bonne volonté, c'est de satisfaire le plus grand nombre possible de personnes avec la décision qu'on prend. C'est-à-dire toujours une majorité par rapport à une minorité. Et ça en s'appuyant sur une logique dite populationnelle. Donc vous mettez tant d'argent, ça va vers tel groupe social et tout et tout. Moi, le point de vue que je défends toujours et que j'essaie, c'est de ne pas considérer seulement qu'une population, c'est une chose anonyme, c'est de s'imaginer que c'est fait de gens, et comment est-ce que les décisions qu'on prend ou qu'on conseille, moi j'étais plutôt du côté conseiller, mais comment est-ce que ça améliore ou pas la vie des gens? Et en sachant que toutes nos grandes décisions sont prises par des gens qui, par définition, ne sont pas des malades. Si vous êtes malade, vous n'êtes plus décisionnaire, vous n'êtes plus dans le système. Donc s'occuper des gens malades, s'occuper des gens en difficulté, s'occuper des gens qui vieillissent, s'occuper des enfants,
qui n'ont pas encore de responsabilité de citoyen, c'est toujours fait par des gens qui, eux, vont bien, par définition. Dès que vous n'allez pas bien, vous n'êtes plus en situation professionnelle. Voilà, et donc, comment est-ce que vous faites en permanence cette espèce de travail pas si facile que ça, qui est de mettre, au fond, une interrogation concernant des effets de groupe. Comment est-ce que la même décision, et notamment quand il s'agissait de la pauvreté à l'époque ou quand on a mis de l'argent sur les quartiers, comment est-ce que cet argent est donné? Est-ce qu'on le donne en augmentant un peu les allocations familiales? Au début, c'est une vague petite bonne surprise. Le mois d'après, c'est ordinaire. Les gens ont l'impression qu'on n'a rien fait. Est-ce qu'on le donne en mettant un nom particulier? Est-ce qu'on le donne en écrivant aux gens personnellement et en disant on a pensé plutôt à vous? Voilà. Donc, avec les mêmes politiques, les mêmes moyens, la manière de s'y prendre ne produit pas les mêmes effets. Et la grande surprise, c'est que tous ces gens, ils ne pensent pas à nous, c'est l'élite, ils sont très loin. Quand vous les rencontrez, la plupart d'entre eux sont plutôt de bonne volonté, mais, comment dire, c'est décalé. Et c'est toujours extrêmement frustrant parce que dans certains pays, c'est clair qu'on ne met pas d'argent pour s'occuper des gens, ou bien que délibérément, on se dise certaines populations qu'on veut les faire partir exprès. Bon, ce n'est pas le cas en France. Et ça donne finalement l'impression que, voilà, enfin, je voulais juste dire ça au passage à propos de ces politiques. Et voilà. Et en sachant aussi qu'on croit toujours quand il y a un problème que c'est en faisant du travail social sur ces gens, en mettant de l'argent sur ces gens, alors que la plupart du temps, et on l'avait très bien vu pendant ces étés-là quand on a fait un peu les bilans, le fait qu'à des gens, comment vous dire ça, il y a un certain nombre de personnes, notamment des jeunes, mais c'est vrai aussi dans les EHPAD, on en parlait l'autre jour, il n'y a aucune occasion, sauf peut-être pour leurs proches, où quelqu'un pourrait leur dire merci pour quelque chose. C'est-à-dire ils sont sans aucune prise possible de la reconnaissance d'autre chose qu'être les bons consommateurs des prestations qu'on leur donne. Et l'expérience prouve que même si c'est sans fric ou sans beaucoup d'argent, si on met les gens en état de pouvoir se rendre service, soit les uns les autres, soit un peu à l'extérieur, ils se mettent à aller mieux. C'est de ces choses, bon, ça n'a l'air de rien cliniquement, vous le connaissez peut-être ici pour certains d'entre vous en y étant, mais voilà ce que je voulais dire sur la conclusion de ces étés. Et donc, c'est la mise en valeur de... Il faut toujours privilégier les processus sur les procédures. Il faut aller vers la participation des gens, rendre les gens acteurs. Il y a ce terme anglais qu'on traduit très mal en français qui s'appelle empowerment. C'est-à-dire donner du pouvoir, de la puissance d'action, pas individuelle, mais toujours dans des démarches qui soient dans des démarches collectives. Alors, je voudrais revenir... Oui, pardon, juste très très bref, tu as dit donner du pouvoir. Et ça, moi, si on a des points de vue militants, mon point de vue, c'est que le pouvoir, si ça se donne, ça n'est guère que sous une forme d'une prestation élargie. Le pouvoir, il faut mettre les gens en situation de pouvoir le prendre. S'ils l'ont pris, il n'a pas le même goût que si on le donne. Si on le donne, on reste dans l'espace de l'arbitraire de celui qui donne. Voilà, enfin, pardon de le dire de cette manière qui pourrait avoir l'air d'être un peu philosophique, mais est-ce que vous avez fait vous-même contre les autres, enfin les autres pouvant être le fatum, pouvant être le mauvais temps, pouvant être vos proches familiaux si vous êtes un adolescent, ça n'a pas le même goût que si on vous l'a donné. Oui, oui. Tu vois ? Oui. Donc, dans ce temps, moi, je voudrais revenir sur trois événements qui me semblent un peu clés dans ta vie professionnelle, qui sont à plusieurs années d'intervalle. Il y en a un qui se passe au début des années 70, qui se passe à Fleury-Mérogis, où tu es médecin, si je ne me trompe pas. Et, plus de 50 ans. Oui, il y a plus de 50 ans. Mais c'est une affaire qui qui survient dans un des établissements de Fleury-Mérogis, qui est le centre des jeunes détenus, d'un jeune qui s'appelle Mirval. Patrick Mirval. Patrick Mirval,
et sur lequel ce jeune est découvert mort dans des circonstances qui sont revêtues d'une chape de silence. Et ce silence, tu vas essayer de le briser pour restituer les conditions dans lesquelles ce jeune a pu mourir avec d'autres personnes. Donc, si je le fais très vite, c'est une histoire qui a duré 7 ans en fait. Mais bon, il faut imaginer un jour il fait à peu près beau. Je suis de garde, ça se passe au bâtiment D4, qui est celui où il y avait le mitard, mais c'est un mitard qui servait pour l'ensemble de l'établissement. Pour les gens qui connaissent Fleury, il y a plein d'établissements, il faut prendre quasiment des voitures pour aller d'un bâtiment à l'autre, tellement c'est grand. Et venant de... Donc on m'appelle au mitard en disant il y en a un qui a fait un malaise. Bon. Et j'arrive, les portes s'ouvrent, bon, et je trouve dans une cellule, allongé sur le ventre, un jeune homme tout nu, antillais, enfin je ne savais pas qu'il était antillais, mais bon, métis un peu, qui ne bouge pas. Donc tac, 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 je vous dis que j'ai fait de la réanimation, je connais un peu tout ça. On démarre, tout est arrêté, il ne respire plus, le cœur est arrêté, il est tout tiède. On démarre, et puis 2 heures après, avec les pompiers qui sont venus entre-temps et autres, je dis on arrête. Bon. Donc il était mort. Il était mort, et tout de suite, je fais un papier en disant que j'émets toutes les réserves sur les causes du décès. Bon, il n'y a aucune raison pour qu'il soit mort, et je n'ai pas beaucoup d'explications, mais on venait de l'amener du quartier des jeunes détenus, enfin du centre des jeunes détenus qui est en dehors de l'enceinte principale de Fleury, avec des camions, enfin non, ça se passe dans ces cas-là. Et pour qu'il soit au mitard à Fleury, c'est qu'il y avait eu évidemment des incidents avant. Ensuite, je ne le vois plus, puisque chaque fois qu'il y a un décès dans un espace public, la prison est un espace public, mais ce serait vrai dans la rue, il y a ce qu'on appelle une enquête administrative pour établir les causes du décès, qui est faite pour vérifier ce qu'il en est. Et puis je n'entends plus parler de quoi que ce soit. De quoi que ce soit. Et puis peut-être un mois après, je ne sais plus, j'ai un peu oublié les délais, je téléphone tout de même pour savoir ce qu'il en est et demander à être entendu pour savoir ce qu'il en était. Et là commence une affaire donc, qui va durer plusieurs années, qui se joue entre les expertises, les contre-expertises. Première expertise, il est mort de strangulation. Les faits seront, comment dire, par les enquêtes successives peu à peu précisés, mais il avait fait une crise d'agitation pendant une classe au quartier des jeunes détenus. Je raconte tout ça de mémoire, je n'ai pas repris les papiers ces jours-ci. Et donc il avait été maintenu, il était athlétique. J'ai su assez vite qu'il avait été incarcéré, il l'avait été à multiples reprises, il devait avoir à peu près 20 ans. Et là, cette fois-là, il avait cassé à coups de poing un distributeur de bonbons dans le métro parisien pour faucher le fric. Donc vous voyez à peu près la gravité, il était peut-être emmerdant en étant sans arrêt à faire des trucs, mais ce n'était pas du tout les grands criminels. Donc première expertise, il est mort par strangulation. Et oui, mais il y a appel de cette expertise, enfin contre-expertise. Et la contre-expertise suivante fait apparaître qu'il avait peut-être une maladie sous-jacente qui aurait justifié que l'immobilisation le tue. Et puis les expertises vont s'enchaîner. Alors là, sans dire forcément qui ils sont, mais j'ai un premier contact avec un des très hauts magistrats de la République, que je rencontre pour des raisons qui n'étaient pas celles-là, mais conversation avec lui, et qui me dit, me dit-il que s'il y a plus de 2 contre-expertises, il y aura non-lieu. Et les expertises vont continuer à avancer au fur et à mesure que la mère, qui s'est portée partie civile, aidée par un groupe militant et beaucoup aidée par le groupe des prisons que j'anime à l'époque encore, enfin, ou déjà, on pousse à la roue, on fait bon. Et puis les expertises s'enchaînent avec des choses très extraordinaires.
Il avait une maladie cardiaque, mais on ne l'a pas vu à l'autopsie parce que comme c'est une maladie cardiaque avec des micro-lésions, ça ne se voit pas à l'œil nu. Oui, mais les organes ont disparu, donc on a inventé une maladie cardiaque. Et puis des expertises suivantes viendront. Alors vous n'êtes pas forcément des physiologistes, mais on a des expériences de syndrome de stress aigu sur les lapins, notamment le syndrome de Harry. Et quand ils ont très peur, ils meurent d'un coup. Donc ils seraient morts de colère. Et puis ça continue, et voilà. Et nous, on s'en empare au GMP, mais avec d'autres. Et notamment, ayant eu la possibilité d'avoir les expertises, à l'époque, je suis déjà un peu universitaire, et en plus, je suis dans l'histologie, l'embryologie, donc je suis très rodé sur la question de l'analyse des tissus à cette époque-là. Je décide qu'on va publier ça. Et je publie presque l'ensemble des expertises, peut-être pas la 7e, je ne me souviens plus très bien, en expliquant de quoi ça, donner aux gens de quoi comprendre ce que ça peut signifier, les contradictions que ça représente. Finalement, la mère sera condamnée en appel. En dernier appel, elle sera condamnée pour plainte immotivée. Donc, cette affaire, finalement, condamne la mère. Mais l'affaire n'en reste pas là. D'une part, il y a un bouquin qui est écrit à son propos par... il y a des engagements multiples, ça parle de partout. Dans les témoignages, le chef de la brigade de gendarmes mobiles qui sont stationnés à Fleury, l'adjudant Citron, prend presque position publiquement en disant que s'il ne s'était pas retenu, il aurait au moment même arrêté le directeur du bâtiment, et parce qu'il voyait que c'était une mise en scène et que c'était dissimulé à cacher les faits. Et alors ce qui s'est passé, il s'est mis en colère, sans doute on s'y est mal pris pour l'immobiliser. On a dû s'asseoir sur lui, un petit peu ce qu'on a vu aussi aux États-Unis en étouffant quelqu'un. Donc ça pose la question comment on immobilise. Avec les surveillants dans les années qui suivent, et quand ils immobilisent trop brutalement, ils se disent attention, il ne fait pas comme Mirval. Donc ça devient emblématique dans l'histoire de prison. D'une certaine manière, sur la question de la violence pour immobiliser les détenus, on peut dire qu'il y aurait un peu un avant et un après. Et puis des années après, il y a encore un procès qui est fait des instituteurs de Fleury, qui porte plainte toujours sur l'affaire Mirval pour faux témoignages et tout. Donc à nouveau, on déroule l'enquête et on fait apparaître toute une série de choses qui sont à peu près celles que je vous raconte maintenant et qui montrent, comment dire, la manière dont un magistrat délibérément me masque. Voilà. Et pour vous donner un peu une idée de la force du déni à l'époque, je vais voir avec les expertises sous le bras celui qui était à l'époque le numéro 1 en France de l'anatomopathologie, professeur de médecine. Moi j'étais encore un attaché assistant, renouvelé chaque année, enfin bon, n'ayant aucun poids universitaire. Il lit le truc, il me dit bon, évidemment qu'il est mort de strangulation, ça ne fait pas le moindre doute. Si vous faites état de cette conversation, des conclusions, de ce que je vous dis, je dirais qu'on ne s'est jamais rencontré, que vous mentez. Et voilà, donc on voit les verrouillages. Donc aujourd'hui, ça ne se passerait évidemment plus comme ça, malgré tout. C'est plus possible. Mais voilà, c'était... Enfin, je te raconte. Là, on est dans les années 70. On est en 73. Le début, c'est 73. Oui, mais je ne suis pas tout à fait un médecin comme les autres. Parce que, d'une part, j'ai un pied à l'université. Enfin, donc, je suis reconnu pour la compétence, mais surtout, j'y suis entré après avoir été un des dirigeants de 68. Et on est dans les années 70 où on se demande comment continuer ce qu'on a amorcé. Et le point de vue que moi j'ai défendu, que je défends encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est que le travail sur la culture, c'est les cultures, l'état d'esprit, les préjugés des uns et des autres, les demandes implicites comme ça, qui vont ensuite fabriquer les politiques publiques et les institutions. Et donc à ce moment-là, on le met en œuvre et je suis partie prenante d'un journal qu'on avait créé à l'époque qui était l'Idiot International. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose avec Jean Edernalier. C'était la création de revues, c'était des films qu'on savait faire avec pas beaucoup d'argent, c'était des émissions qu'on avait. Et évidemment, ça permet de raconter l'histoire. Donc en même temps, il y a l'aspect technique et qui, coup de bol,
bon, c'était un peu mon métier de savoir qu'il y avait des tricheries. Et l'instant d'après, c'est aussi être un peu comme on est aujourd'hui, dans un circuit où les constatations qu'on fait peuvent être sans tricher, c'est-à-dire le plus objectivement possible, mais rendues publiques. D'où la question du silence qui masque. Mais pour démasquer, enfin pour ouvrir, faut-il ne pas ouvrir avec une indignation et en trépignant et avec une colère qui n'est pas plus valable, si je peux dire, comme argument que celui qui se tait, quoi. Alors, concomitamment ou chronologiquement à peu près à la même période, tu t'investis dans le groupe multiprofessionnel des prisons avec Michel Foucault. Donc là, tu n'es plus dans une action à partir d'un événement qui se passe dans une prison. Le projet est plus vaste. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la naissance Oui. du GMP? Tu as commencé à le dire avec les origines qui se trouvent du côté de mai 68. Oui, bon alors, là aussi, enfin, il faut être long pour faire court. Mais bon, bref. Alors, fais l'inverse. Oui. Et donc déjà, qu'est-ce que je fais dans les prisons? Qu'est-ce que je fais dans les prisons? Après 68, bon, moi je fais de la médecine, mais je faisais des gardes, des réanimations, donc j'arrête de faire tout ça. Et ben, il faut bien gagner un peu ma vie. Parce que militer, s'occuper de journaux militants qui, évidemment, on n'est pas payé. Et voilà. Et je ne sais plus très bien ce que je faisais, peut-être des remplacements, surtout que j'avais fait toutes mes études, j'avais fait de la philo aussi, mais je voulais être médecin de campagne. Donc c'était fini, j'étais passé dans la chose publique. Et je faisais un peu des remplacements de médecins. Un beau jour, celle qui est ma femme encore aujourd'hui, me dit que dans l'hôpital où elle travaillait, c'était à Corbeil-Essonnes, donc tout près de Fleury-Mérogis, un des internes qui était en même temps interne des prisons, ce qu'on appelait interne des prisons à l'époque. On n'était pas du tout interne, il n'y avait aucun concours. Certains n'avaient pas du tout fini leurs études, d'autres qui étaient depuis 25 ans sans avoir fini leurs études. Et il s'agissait d'appliquer la loi dans les grands établissements, qui était une présence médicale 24 heures sur 24. Voilà. Et donc il était interne à Fleury. Et pour vous donner l'importance stratégique de cette fonction, les internes, c'est une grève qu'on a organisée quelques années après, étaient payés la moitié de la paye d'un surveillant stagiaire. Donc on ne peut pas dire qu'on était... Et le médecin-chef était en général un médecin généraliste du coin, et malheureusement pour nous, il était particulièrement peu compétent à l'époque, enfin en tout cas par rapport... Bon. Mais voilà, donc on me dit qu'il y a un poste, et au fond, je ne m'étais jamais posé la question de la prison, sauf qu'ensuite, en reprenant ma vie, on pourrait trouver plein de raisons pour expliquer a posteriori ce que j'ai fait comme un choix d'opportunité. J'écris, et le lendemain, pratiquement, par retour du courrier, on me demande de prendre un poste, sans aucun examen de quoi que ce soit. Or, dans les temps précédents, j'avais fait l'objet de... Bon, les militants de 68, ou des gens un peu comme moi, on les invitait partout, au début des années 70. Donc j'avais été à la télévision sur un débat qui était le grand débat politique de l'époque, 8 heures du soir, programmé longtemps à l'avance, opposé un des personnages politiques importants de l'époque, doyen Zamanski, ancien résistant, qui n'avait pas été le ministre de Gaulle, mais enfin bon, sur la démocratisation des universités. C'était un truc assez impressionnant. On était face à face, et ensuite argumenté par le directeur de François. Enfin bref, j'emportais largement le morceau, mais c'était une émission différée. On faisait croire que c'était du direct, mais c'était déjà enregistré depuis 3 jours. Et juste à ce moment-là, il y a dans Paris quelques manifs pour la défense et d'indignation sur le fait que Lebris et Le Dantec, qui étaient des directeurs de publication de La Cause du Peuple, avaient été arrêtés. À cette époque-là, la police était d'une violence dont aujourd'hui on n'a pas la moindre idée. Ils avaient été arrêtés, il y avait un procès, et il y avait des protestations depuis l'occupation, et il n'y avait jamais eu d'incarcération en France de directeurs de publication. Et ce jour-là, j'étais en réunion avec des mandarins médicaux, enfin bon, dans une société savante de réforme des études de médecine. Et le soir, en sortant je fais un peu le tour du quartier. Et pour une raison que je ne connais pas, enfin,
qu'on a peut-être reconstruite a posteriori, devant le Panthéon. Je ralentis parce qu'il y a un feu rouge, enfin je m'arrête. Et tout d'un coup, je crois qu'un camion nous a cognés, parce qu'il y avait quelques étudiants que je ramenais. Et on est entouré de policiers affolés, armés de matraques, qui tapent sur la voiture, en plus c'était celle de ma mère, et qui nous extrait de la voiture. Moi, je vois le truc, j'attrape à pleine main leur bouclier, je me mets dessous, ils tapaient sur le bouclier tellement ils étaient affolés. Je suis emporté au commissariat, tous les gens que je croise sur le trottoir, c'est des coups de poing et tout, parce que c'était des policiers en civil. Bon, je passe le détail d'une expérience assez intéressante, mais quoi qu'il en soit, j'apprends peu à peu, je vais de dépôt en dépôt, et on m'amène chez moi menotté, et je fais fouiller la chambre de mon frère où il n'y avait rien, en disant que comme je suis chez ma mère, ils n'ont pas le droit de fouiller tout l'appartement. Enfin bref, je trouve des trucs et des machins. Ma mère les accueille. Ah oui, c'est ça, parce que je disparais pendant 36 heures quasiment. Donc tout le monde se demandait où j'étais passé. À l'époque, les militants, et comme ça, étaient même déjà très menacés par les groupes d'extrême droite. Et ma mère les accueille en disant que la dernière fois, c'était la Gestapo. Enfin bref. Et je me retrouve inculpé de tentative d'assassinat sur un agent de la force publique. Gros titre sur les journaux, l'émission supprimée, évidemment, remplacée au dernier moment par un western. Et puis c'est très intéressant, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et voilà, et donc je vous la fais vite, finalement, je suis tout de même libéré assez tôt, le ministre estime que, bon bref. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que, comment dire, toute l'affaire s'arrête le jour où, devant le juge d'instruction, qui est tout à fait à charge, qui ensuite fera une carrière d'ailleurs, il convoque... Comme sur l'affaire Mirval. Un peu. C'est pas le même. Mais non, rien à voir. C'était avant, puisque oui. C'était avant que je n'arrive à Fleury même. Et donc il convoque des policiers qui viennent de Bretagne, qui étaient des gendarmes mobiles. Et j'étais supposé avoir foncé sur l'adjudant qui, en tombant sur la voiture, avait cassé le pare-brise avec sa tête. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Enfin bref, il m'avait extirpé de la voiture. La vitesse était enclenchée. Elle avait fait un bond de 50 cm avant de caler. Enfin, vous voyez comment j'avais foncé sur lui. Et les policiers, enfin les gendarmes mobiles disent « L'adjudant debout au bord du trottoir nous a donné ordre de casser le pare-brise à coups de crosse. » Et là-dessus, le juge se dresse en disant « Mais comment est-ce que vous pouvez dire ça? Vous contredisez votre officier. » Là-dessus, mes copains avocats, qui étaient aussi un groupe un peu militant, se dressent, forfaiture, monsieur le juge. Enfin bref, l'affaire s'est arrêtée là. Mais c'est des apprentissages, si vous voulez, qui vous donnent une espèce de distance un peu amusée sur les choses, mais je me sens du côté, si je vous le raconte, c'est que on peut dominer. Et donc, le moment où j'entre à Fleury, c'est pas longtemps après. Donc, il y avait vraiment toutes les raisons pour ne pas me prendre, c'était évident. Oui, mais le médecin de garde était le médecin dit fantôme, c'est-à-dire ils en avaient marre. Ils étaient à 5 pour faire 24 heures sur 24 tout au long de l'année, ils n'y arrivaient plus. Et donc, il y avait un interne inscrit, mais il n'y avait personne. Et un détenu dont je me souviens toujours du nom, qui était un nom... Il y avait folie dans son nom en plus. Il sort du quartier disciplinaire avec un petit couteau à beurre, je ne sais pas où il l'avait trouvé, et il égorge deux surveillants, c'était spectaculaire. Enfin, pas tout à fait égorgé. L'un, il avait découpé la lèvre supérieure, ça faisait tout le tour. Et l'autre, heureusement, il n'avait coupé que les jugulaires. Ils ne sont pas morts. Et ma lettre arrive à ce moment-là, c'est comme ça que j'ai commencé. Et peu de temps après, le ministre a tranché en disant qu'il valait, si je peux dire, qu'il valait mieux me garder parce que d'une part, pour ce que je pouvais apporter pour améliorer une médecine que j'appelais vétérinaire au début, et d'autre part, enfin voilà, c'est comme ça. Donc il y avait tout ça pour... j'étais pas un médecin tout à fait normal. Et du coup, et ça c'est peut-être vrai dans certaines de nos institutions, on ne peut pas travailler tout seul complètement. Et donc, peu à peu, chaque fois qu'il y avait un poste, je faisais venir des copains avec lesquels on s'est mis à faire quelque chose qui était un peu plus solide, quoi. Le GMP, pour en arriver. Une des premières choses dont je me souviens, c'est tout de même assez dépaysant d'aller travailler en prison. Moi, j'y avais jamais été. Bon, le dépôt où j'avais été, j'avais traîné avec des prostituées la nuit, j'avais été intervenu sur des gens maltraités par les policiers en disant « Arrêtez, je suis médecin, si je vous dénonce pour... » Enfin bref. Mais ce n'était pas la prison, je ne connaissais pas.
Et donc il y a des choses qu'on a envie de raconter, qu'on a envie de voir. On est tout de suite tout de même pris avec l'idée que ça ne devrait pas se faire sur un certain nombre de choses. Avec peu à peu cette sagesse qui vient, c'est qu'au début on est complètement indigné, enfin moi en tout cas. Mais on est indigné pour des choses qui sont le fait que vous seriez indigné en entrant dans une salle d'opération si vous n'en avez pas l'habitude, en psychiatrie si vous n'en avez pas l'habitude, en allant vivre dans un squat si vous n'en avez pas l'habitude. C'est un autre lieu de vie, mais les gens y vivent. Les gens y vivent, aussi bien ceux qui y travaillent que ceux qui y passent une partie de leur vie. Donc il y a des choses qui sont inhérentes à l'endroit où ça se passe. Vous allez dans une autre famille, vous dites comment est-ce qu'on peut vivre comme dans cette famille, je ne supporterai pas. Donc il y a toujours un ailleurs, et qui est un ailleurs d'une normalité qui est une normalité normale, sans faire de pléonasme forcément, et qui est complètement dépaysante. Et puis il y a des choses qui ne devraient pas être, mais à force de les fréquenter, les années passant, eh ben, tout devient un peu normal. Et comme je disais quelquefois, le jour où on commence à jouer aux boules avec le directeur, et à être à tuer à toi avec l'ensemble du personnel, et comme ces gens, eh ben, quand ce qui n'est pas normal vous paraît normal, c'est le moment où il faut rendre la main et aller faire autre chose parce qu'on ne voit plus. Donc au début, une des choses choquantes, c'était tout un procès fait à un éducateur qui avait serré la main d'un détenu. Les détenus, à ce moment-là, on ne les appelait pas monsieur. On est au début des années 70. Ils sont toute la journée avec le drogué, enfin l'uniforme gris, qui était fort bien dessiné par Cardin d'ailleurs à l'époque. Qui n'a pas le droit de s'allonger sur le lit dans la journée. La radio commence à peine à arriver dans les cellules à travers les interphones. Dès qu'on entend dans la cellule, ils doivent se mettre debout silencieux en disant « oui chef, non chef », silence dans les couloirs. Chez les femmes qui arriveront un peu plus tard, il n'y a pas de miroir, pas le droit de se maquiller, pas de soutien-gorge. Le corps des femmes doit tomber alors que celui des surveillantes avec des épaulettes, des solides signes de virilité, des bottes en cuir blanc, elles montrent la force et le corps des femmes n'est pas là. Enfin, doit être affaissé, si je peux dire. Voilà, on en est là. Et où est-ce que ça se raconte, ça ? Où est-ce que ça se raconte ? Et on n'est pas seul. Il y a les éducateurs qui sont là et qui évidemment ont envie d'éduquer. Il y a de temps en temps des gens du soin. Il y a aussi des surveillants, quelquefois des jeunes surveillants qui ne peuvent absolument pas parler devant leurs collègues, mais qui ont besoin de raconter ce qu'ils ont sur la patate. Et en sachant que le dispositif de la prison, qui reste l'idéal du système totalitaire, est tel que vous avez un carnet dans lequel vous notez tout ce que vous voyez, concernant aussi bien les détenus que vos collègues. Ce carnet, il est absolument interdit de le faire lire au même niveau hiérarchique que vous. Les collègues ne peuvent pas le lire. Vous devez le donner au chef, votre premier chef. Et votre premier chef est peut-être votre copain d'enfance avec lequel vous êtes entrés ensemble dans la pénitentiaire, mais si lui a un tout petit grade au-dessus de vous, vous n'avez plus le droit de le tutoyer en public. Il faut lui dire vous et le prendre comme chef. Et les carnets, comme ça, se réunissent par effet de niveaux hiérarchiques successifs, où le seul qui peut lire tous les carnets, c'est tout les hauts de la hiérarchie, c'est-à-dire le directeur. Mais tous ceux qui sont en dessous n'en lisent qu'une partie, et finalement, à la base, vous n'avez que votre discours qui peut aller vers le haut. Donc un système tout à fait verrouillé, et on peut dire, par exemple, on a vu tel surveillant au mess en train de parler au médecin ou en train de parler à l'éducateur, et donc on suppose qu'on a complété contre l'ordre. Et donc tout le monde a peur de parler et de se laisser entendre. Et nous, pas question, même au mess, quand on y va, où il y a en plus des problèmes d'alcoolisme aigu pour un certain nombre de gens qui ne sont pas traités, on les laisse un peu à l'abandon avec leurs problèmes, les surveillants ou d'autres gens de l'administration. On ne peut pas parler sur place. Et on a besoin de parler, évidemment, ne serait-ce que pour savoir ce dont il s'agit. Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'on a assez d'infos? Et que si on agit, comment ne pas se tromper, ne pas être contre-productif? Si vous agissez à contrepoint, eh ben vous faites souvent du travail tout à fait négatif, à mal défendre des gens. Du coup, dès que vous avez le dos tourné, ils sont encore plus réprimés, encore plus cognés. Ou bien si on les cogne, c'est que sans ça se voit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faut parler. Il faut parler, et on commence à se réunir d'une manière assez, à quelques-uns, d'une manière assez clandestine, et évidemment dehors du champ.
parce que les surveillants habitent éventuellement dans le village de Fleury, pas question d'aller... Voilà, donc on se réunit un peu à Paris, des endroits comme ça. Et puis finalement ça s'organise parce qu'on décide de se réunir un peu plus régulièrement. Au début, il y a des aumôniers aussi en prison. Aumôniers catholiques majoritaires, des protestants aussi qui s'indignent pas mal, et les aumôniers ont toujours été assez présents dans ces groupes de discussion. D'abord, ils ont des infos, et puis ensuite, ils sont pas tout à fait intouchables, mais ils ont envie d'agir, si je peux dire. Voilà, donc on se réunira pendant quelques temps au couvent des Tanneries, chez les Dominicains et l'abbé des Tanneries à Paris, jusqu'à ce qu'ils aient envie de nous faire payer la salle. Et donc, c'était pas très agréable de payer la salle, et à ce moment-là, Foucault, que je connaissais déjà depuis plusieurs années, demande à l'administrateur de la Maison des Sciences de l'Homme à Paris de nous passer une salle, et qui sera une salle où on trouve ces moments de réunion, et on appelle le groupe, c'est un groupe de professionnels au départ, même si très vite on est rejoint par des journalistes et tout, et pendant un certain nombre d'années, c'est le seul endroit où des gens de l'extérieur rencontreront des gens de l'intérieur travaillant sur la réalité de ce qu'on peut expliquer. On a vu quelquefois des réunions jusqu'à une centaine de personnes, les journalistes d'un peu partout venaient au groupe du prison, et là ça se réunit pendant des années à la Maison des Sciences de l'Homme. Mais voilà, et donc comment est-ce qu'on est arrivé à ce truc-là? Eh ben, je vous le raconte, mais en même temps c'est pas hors champ, si je peux dire, et parce que il faut déjà avoir l'idée de se réunir, il faut très vite prendre conscience que on va se mettre un peu sous forme d'association ou pas. Moi, les groupes informels de gens qui y croient, ça dure bien plus longtemps que des associations qui commencent à se disputer sur des questions de gestion. Et là, ça existe. Donc, on n'a jamais arrêté, sauf au mois d'août, de se réunir depuis cette époque-là. Mais quand je regarde l'histoire, jamais il y a eu un sou en caisse, sauf au début où je payais les timbres parce qu'il fallait faire les envois, il fallait payer les timbres. Et au fond, il n'y a pas d'enjeu autre que se réunir. Ce qui se raconte appartient à tout le monde. Si certains veulent donner leur nom, ils le donnent. Pendant des années, on supposait qu'il y avait les renseignements généraux qui venaient à toutes nos réunions et on se réjouissait en disant au moins ça leur sert de formation continue. Les suicides sortaient par là et il y avait un bulletin et quelquefois on me disait, mais même dans des endroits un peu officiels, et pourquoi vous avez publié ça? Je disais, mais écoutez, contre-argumentez-le. Et puis en même temps qu'arrivait le GMP, se crée le syndicat de la magistrature, enfin toi tu connais aussi, se crée le syndicat des avocats de France était dans le coup, et puis les comités d'action des prisonniers. Et c'est là que j'arrive à Foucault, puisque c'était la question, pour revenir à Foucault. Tout commence au moins pour le GIP, groupe d'information prison, et qui est monté par Foucault. Il doit y avoir un peu de Deleuze dans le coup. Il y a en tout cas Daniel Defer qui vient de mourir récemment et qui était l'ami de Foucault. Et on est dans la période où on a les théories maoïstes, et notamment les enquêtes en population qui sont des enquêtes dites maoïstes. La différence essentielle, je vous le disais un petit peu, le pouvoir ça se prend et c'est pas qu'on le donne. Mais les enquêtes, c'est un peu la même chose. Qui fait des enquêtes? C'est en général des savants, des sociologues, les gens de différents métiers, ou l'épidémiologie, quand c'est mon métier à moi plus. Mais c'est des gens qui vont poser des questions en fonction de leurs hypothèses à eux, et qui vont mettre les gens en état de répondre à des choses qui sont formalisées à travers, l'hypothèse du chercheur, ou l'hypothèse du démographe, ou l'hypothèse de l'économiste, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais donc, c'est toujours relativement vertical. L'idée est tout à fait différente, c'est que c'est les gens eux-mêmes qui vont s'exprimer, et que l'enquête, ce sera un espace par lequel des gens qui n'ont pas de moyens de se faire entendre auront la parole, et que leur parole ne sera pas seulement une parole de confidence, mais sera une parole peut-être un tout petit peu mise ensemble, mais surtout publique. Par le canal des intellectuels, on donnera la parole à des gens qui n'auraient pas la parole. Et c'est comme ça que démarre l'enquête du GIP, ou les premières enquêtes du GIP qui se passent à Fleury, notamment dans la file d'attente des familles. Et moi qui suis là, je leur facilite un peu le début des enquêtes, si je peux dire. C'est comme ça que ça démarre. Mais Foucault, voilà, enfin bon, je raconte ça, et donc si vous allez sur Internet, GIP et autres, et vous voyez Lettres des détenus à l'époque, ils décrivent leur vie quotidienne, ils décrivent des toutes petites choses, et quand des gens comme nous, qui avions plus la parole en public,
Je me souviens par exemple de séquences en fin de moment à la télé où je suis avec l'ancien détenu et autres, et on s'efface en disant écoute, on te donne le temps de parole, et nous on vient nous chercher la parole, toi on ne te la donne jamais, c'est à toi de parler. C'est-à-dire on est ceux par lesquels la parole de ceux qui n'ont pas la parole peut un peu émerger. Bon, ça peut se discuter à l'infini, dans l'hypocrisie de classe, tout ce que vous voudrez. Bon, en tout cas, c'était pas l'idée. Et voilà. Or, après 68, je vous l'ai déjà dit très rapidement, l'idée c'est de faire des journaux, des choses comme ça. Or, juste après, les journaux, pour si vous regardez un peu ça, les plus vieux d'entre nous les ont peut-être croisés, il y a un journal qui s'appelle La Cause du Peuple. Et dans le directeur de publication, c'est Jean-Paul Sartre. On met des grands intellectuels pour nous protéger, si je peux dire. Nous, on a à l'Édition internationale Simone de Beauvoir comme directrice de publication. Et puis, il y a un journal très militant, notamment sur les causes africaines, qui s'appelle Africasia. Et c'est Foucault qui est le directeur de publication. Bon, Foucault, je ne le connaissais pas, je ne savais même pas qui c'était. Mais on prend l'habitude, quand nos différents journaux sont saisis et interdits de publication, on invente un peu avec Jean-Hébert Lallier, et que chaque fois que nous, on n'a jamais été saisis, on était supragroupusculaires, on était on tirait tout de même à 30 000 exemplaires, c'était pas rien, quoi. Et on prend l'habitude, on invente que chaque fois qu'un des journaux est saisi, que ce soit La Cause ou que ce soit Africasia, on leur offre un 4 pages ou un 8 pages qu'on va insérer dans notre journal à nous sous forme de supplément A. Donc nous devenons directeurs de publication et pour les articles qu'eux insèrent. Donc c'est là qu'on commence à travailler ensemble, si je peux dire. Avec Foucault, on s'engueule de temps en temps assez sec, et notamment après 1974, la sortie de Surveiller et punir, où je lui dis un jour, toi qui veux supprimer les prisons, il s'énerve, il disait jamais j'ai dit ça. Les honnêtes citoyens prendraient des mitraillettes et descendraient les détenus libérés, c'est bon, bref. Mais ensuite on est devenus amis, jusqu'à sa mort, on se fréquentait régulièrement, mais c'est plutôt comme ça que ça commence, si je peux dire. Et le GIP ne va pas durer longtemps. Le GIP ne va pas durer longtemps, ça s'enchaîne avec le CAP, Comité d'action des prisonniers. Là aussi, c'est le rôle des intellectuels, et notamment aussi Foucault, qui écrivent à des détenus. Et des détenus, il vient de mourir il n'y a pas très longtemps, dans un qui s'appelle Livrosé, qui est très emblématique, et qui est un braqueur, flamboyant, grande gueule, qui écrira plusieurs livres, et qui, comme plusieurs de ces détenus, dont la Péri aussi, ont comme particularité d'être à Melun, un prisonnier, mais mis à disposition, il y a des ateliers à l'intérieur de la prison de l'imprimerie nationale. Ceux qui impriment des papiers d'identité, les papiers pour les examens. En tout cas, ils savent écrire, ils savent lire, et c'est par leur canal aussi que se crée le comité d'action des prisonniers. Ils font un journal ensuite, qui font complètement partie du GMP d'entrée de jeu, si je peux dire. Et si ce n'est qu'eux, ils arrivent en disant c'est vous les bourgeois, c'est vous qui quoi donc. Mais bref. Et donc il y a le CAP. Et puis ensuite, des intellectuels sur la même période montent l'association de droit et défense des détenus, avec des gens un peu plus gaullistes comme Claude Mauriac, des intellos catholiques engagés. Ça va durer un certain temps, mais ils vont plonger relativement vite parce qu'ils se chargent de cas sociaux eux-mêmes. Et quand vous vous chargez vous-même de résoudre des cas, déjà quand c'est le métier, si on n'est pas en équipe, on risque de plonger. Et là, ils plongent parce qu'ils se sont trompés. Défendre les gens ne signifie pas pour autant qu'on doit complètement porter les causes. Si on les porte, d'une certaine manière, on est pris par ça, et le sentiment d'impuissance, parce qu'en plus on n'y arrive pas toujours, et c'est comme ça qu'eux disparaissent. Alors que nous, on défend de temps en temps une cause. Mirval en est une, il y en a eu d'autres. Quelquefois, on s'est trompé avec Claus Croissant, par exemple, et pour la bande Abadère, parce qu'on a beaucoup pris position aussi sur l'isolement sensoriel. On n'en a pas parlé du tout ici, mais le silence peut être une torture. Quand vous l'isolez, que vous mettez des gens sans aucun bruit, dans un silence absolu, on l'a travaillé en physiologie, vous mettez des gens dans des chambres sourdes, vous entendez le bruit de leur cœur, le bruit du sang qui circule, les respirations, ça tient quelques jours, et ensuite, vous en fabriquez des psychoses quasiment irréversibles pour certains. Et donc, on travaille là-dessus, sur quelques causes, mais ces causes sont chaque fois la raison par laquelle ça illustre le débat général sur l'enfermement, sur les politiques pénales, et voilà.
Et puis ensuite, le GMP dure toujours, quoi. Et le GMP dure toujours. Mais c'est intéressant, toute cette période des années 70, parce que elle se termine. Alors, il y a dans l'organisation des prisons de l'époque les QHS et puis les quartiers, donc les quartiers de haute sécurité et les QSR, quartiers de sécurité renforcés, Oui. dont il reste d'ailleurs les traces à Fleury-Mérogis sur des bouts de coursives qui sont désaffectés depuis 1981. Il y a à la fin de 80, si ma mémoire est bonne, la présentation par Alain Peyrefitte d'un projet de loi qui s'appelle Sécurité et Liberté, qui a un certain nombre de dispositions qui sont extrêmement sécuritaires, et notamment sur les régimes de détention. Et il y a le 10 mai 1981. Et durant la campagne présidentielle, François Mitterrand se prononce pour l'abolition de la peine de mort. Robert Badinter est nommé garde des Sceaux. Il y a une politique qui est menée par le gouvernement de Pierre Mauroy en tension entre, ça c'est un invariant, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre et Robert Badinter. Mais surtout, on arrive dans une période dans laquelle, finalement, au-delà de, et c'est pas rien, dans l'échelle des peines, l'abolition de la peine de mort, tout un tas de questions qu'il faut mettre en œuvre. C'est-à-dire, on est dans l'exercice du pouvoir à ce moment-là. On n'est plus dans cette phase dans laquelle tout était possible. Il fallait mettre en action, mettre en œuvre. Et c'est pour ça que j'ai laissé longtemps parler sur cette période, parce que je trouve que cette période des années 70, elle a complètement infusé, alors avec des résultats pratiques politiques publiques plus ou moins réussis, mais ça a été un moment de brassage intellectuel extrêmement important, et qui a fondé une politique pénitentiaire au même titre que... oui, d'une certaine façon, que la réforme à mort en 1945 avait pu fonder les régimes pénitentiaires. Et dans ces principes, tu as beaucoup parlé de la santé, évidemment, il y a cette idée qui arrive très très vite en 82-83 que l'administration pénitentiaire, elle doit se décloisonner. Et ce décloisonnement, il commence par la santé, avec un événement particulier qui est le scandale des grâces médicales, qui va supprimer tout ce système de soins pénitentiaires avec une inspectrice, un médecin-chef pénitentiaire, médecin-inspecteur général des prisons, avec... ça a mis entre 81, 82 et 94, le fait de dire la santé, c'est l'affaire du ministère de la Santé. Et ces deux principes, c'est l'équivalence de soins et c'est la continuité de soins, qui sont les principes sur lesquels, depuis 30 ans maintenant, on est encore presque 30 ans. Alors, quelle est la question, s'il y a une question ? Il n'y a pas de question. Parce que je peux te raconter comment ça s'est passé. Non, mais pas sur la loi de 94, mais sur... C'est pas ça. Si on est sur les questions de la médecine, c'est le vieux code de procédure pénale. Les médecins des prisons sont en charge de la santé et des personnels et des détenus. Sur un budget qui est un budget de l'administration pénitentiaire, en sachant que c'est un budget avec une enveloppe finie, si je peux dire, donc il n'y a pas beaucoup d'argent, et que le plus clair de l'argent qui est
affecté à cette fonction médicale en prison sert, pour 60%, dans les souvenirs que j'avais vers la fin, à payer les hôpitaux publics pour hospitaliser les détenus quand ils y sont, puisqu'ils ne sont pas à la sécurité sociale. Donc il reste en fait très peu de moyens. Les médicaments, selon les établissements, on va les acheter chez le pharmacien du coin, et c'est tout à fait du bricolage. Et pour la psychiatrie, il n'y a pas de psychiatre quasiment, sauf un petit peu, ça commence à la santé, au SMPR. Voilà, bref. On part de ça. Madame Veil, Simone Veil, ministre de la Santé en 1975, puisqu'on est sur a un fils qui est lui-même interne des prisons à Fresnes, elle le connaît bien, elle a été déportée, ça l'intéresse beaucoup. On a même... Et elle a travaillé à l'administration pénitentiaire. Elle a été 7 ans à l'administration pénitentiaire. Ouais. Au budget... sur libération conditionnelle. Enfin, des bureaux de la détention, enfin en tout cas les magistrats, elle connaît absolument très bien la prison. Sera nommée Madame Ezrati, comme un mois plus tard directrice de l'administration pénitentiaire, qui est une ancienne déportée avec Madame Veil, donc elles ont une vraie sensibilité. On fait plus que ça, les envies de changement. Et déjà, elle se pose la question de mettre les détenus à la sécurité sociale, alors qu'elle est ministre, qu'elle a tout de même les pouvoirs d'un ministre visible à cette époque-là, bon, beaucoup moins qu'ensuite, mais... Et donc, fin de non-recevoir, ça ne marche pas. Voilà, donc pendant des années, se pose la question d'améliorer la médecine en prison. Vous n'entendez pas bien ? Il faut parler plus fort ? Oui, alors je vais me le mettre encore plus... Non, c'est quand vous tournez la tête, en fait. Ah, mais si je tourne... Je vais le rallonger. Hop. Hop. Voilà. Prêt à être absorbé. Ah, comme ça, vous pouvez. Oui, ça tient. Voilà, donc les histoires des prisons... Et c'est très très souvent, plusieurs émeutes, plusieurs révoltes des prisons partent sur le manque de soins médicaux. C'est quelque chose qui peut se nommer en tant que tel. Le voisin, on a tapé toute la nuit, il avait une crise d'appendicite aiguë, une péritonite, il va en crever ou pas. Il y en a un qui... Alors il y a beaucoup de panique, c'est tout de même des hommes, vous l'avez dit dans différentes réunions, c'est tout de même des hommes jeunes, en général pas très très malades. Quand ils sont trop malades, bon, ils ne sont tout de même pas incarcérés. Mais c'est les questions dans cette solitude ou l'angoisse du symptôme de son propre corps, enfin bref. La question de la médecine est sous-jacente, quelques scandales de manque de soins, ainsi de suite. Et puis les années passent, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que les médecins sont très, très, très dépendants de l'administration. 72 la première fois où j'y étais, c'était la deuxième, je crois, congrès de médecine pénitentiaire, ça se passe à Strasbourg, à huis clos, sous la direction du directeur d'administration pénitentiaire, un type très compliqué qui avait délibérément aidé à maquiller des mises à mort en suicide, enfin des mises à mort, par mauvais traitement. Et c'est le directeur d'administration pénitentiaire qui préside le huis clos des médecins sur la médecine pénitentiaire. Donc avec mes copains à l'époque, on investit les cabines de traduction en y faisant venir des journalistes. Bon, c'est la manière de travailler, si j'ose dire. Et puis, à un moment donné, dans une réunion, dans une plénière, j'interpelle, arrivant à avoir la parole, le directeur, en m'étonnant que ce soit tout de même dans une réunion de médecins, et supposé un peu scientifique tout de même, et que ce soit le directeur d'une administration qui préside, et qu'on n'en a pas tout à fait l'habitude dans les réunions scientifiques habituelles. Et il dit « J'espère que vous me faites confiance ». Donc évidemment, je peux dire non, ça fait un brouhaha pas possible, on change la présidence. Mais tout se passait complètement à huis clos pour cette médecine. Et les médecins disant « Mais on vous remercie beaucoup parce qu'on est médecin, on ne sait pas très bien comment on préside une réunion, c'est vous qui savez écrire ». Les médecins se mettant en situation d'imbécilité valétudinaire, si je peux dire. Ce qui n'était pas tout à fait ma mentalité. Bref. Et voilà. Et alors, donc pour en arriver aux années 80, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il faut voir l'arrivée du sida. Ça a tout de même accéléré partout des réformes et des modifications de toute une série de choses. Mais le scandale dont tu parles, c'était les fameuses grâces médicales.
les grâces médicales existaient, elles existent encore aujourd'hui, il y en a extrêmement peu, c'est souvent des suspensions, c'est pas des grâces définitives, et ainsi de suite. Il faut que les gens soient quasiment mourants. En plus, dès qu'ils ont l'air très malades, on suppose que c'est de la simulation, enfin c'est assez compliqué. Mais il y avait des grâces médicales, et l'inspecteur général des prisons, il n'y avait pas de direction de la santé dans les prisons. C'était un inspecteur auprès du ministre, inspecteur général, qui de fait était le régulateur, le coordonnateur. Ça avait été fait après-guerre, ça. Et celui qui était, quand j'arrive en 72, je passe un certificat de médecine pénitentiaire, je ne sais pas quoi, c'est lui qui s'en occupait. C'est le docteur Fully, Georges Fully, qui avait été déporté, notamment à Buchenwald quand il avait 16 ans, pris en charge par la résistance communiste du camp. Enfin, la résistance du camp, puisqu'il y avait le petit camp, le grand camp, enfin je passe le détail. Et quand il était revenu, le petit Fully, enfant de paysan, et tous ces gens qu'il avait, il y avait Michelet, qui est devenu ministre ensuite de la Justice, des gens comme ça, l'ont protégé. Il a fait des études de médecine, un type brillant, et il était inspecteur général des prisons. Et en 72, Fully publie dans Le Monde un article, un édito, enfin la partie est en première page. S'il y avait un Nuremberg des prisons, je plaiderais coupable, dit le médecin inspecteur général des prisons, qui déjà à Strasbourg m'avait dit, moi je peux rien dire, mais quoi que vous disiez, je vous couvre, enfin voilà. Et il reçoit quelque temps après, chez lui, qui est aux Fleurs à Paris, un paquet qui explose avec 2 grenades, et il est tué, son chien est projeté contre le mur, enfin bref. Il est assassiné, c'était compliqué parce qu'il était toujours en lien avec des gens anciens résistants, et c'était aussi ces groupes gaullistes sur la fin de la guerre d'Algérie, qui étaient certains d'extrême droite, enfin bref. Et donc est nommé à sa place Solange Troisier, médecin, gynécologue, une cantinière un peu, tutoyant les gens, ayant été en Indochine, qui arrive avec beaucoup de bonne volonté d'ailleurs pour faire... bon. Et un beau jour, l'affaire est la suivante, elle arrive à Fresnes, à l'infirmerie ou à l'hôpital de Fresnes, il y a une espèce de petit hôpital depuis que ça a changé, enfin il existe toujours. Il y a une femme sur la table d'opération qui est là pour une histoire de je ne sais plus très bien quoi. On est en train de regarder ce qui se passe. Elle dit montrez-moi, elle regarde. Elle dit quel âge a-t-elle? Elle a 3 enfants. Mettez-moi des gants, je l'enlève tout. Elle lui fait une hystérectomie, la femme était endormie, n'étant pas au courant. Quand elle se réveille, ça ne se passe pas très très bien. Son copain portugais la laisse tomber, elle est avec ses enfants, enfin bon, ça fait tout un schtroumpf. Et elle est convoquée par le directeur de l'administration pénitentiaire, et elle arrive en disant « Ne vous inquiétez pas, je me suis inspectée, j'avais raison », puisqu'elle est inspecteur général en même temps. Bon, c'est là que commence l'affaire. Donc, Badinter était ministre à ce moment-là, il y avait un type qui s'appelait Beljean qui était son directeur de cabinet. Moi, évidemment, enfin, on saisit ce truc-là, évidemment. Donc, c'est plusieurs réunions avec le directeur. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Elle est indéboulonnable comme inspecteur général. En plus, elle a été députée, ou enfin suppléante, mais elle a un peu siégé. Peut-être on l'avait déjà nommée aussi professeur associé, je ne sais plus. Enfin bref, elle était indéboulonnable. Et donc, c'est un peu moi qui ai l'idée. Je dis, mais au fond, la seule manière de s'en sortir, c'est de supprimer la fonction. C'est de supprimer la fonction. C'est pas normal que le ministère de la Justice ait l'inspection générale sur les questions de la médecine et de la santé, il n'a pas compétence. On va faire glisser l'inspection générale sur le ministère de la Santé. On organise en quelques jours un déjeuner entre Badinter et Edmond Hervé, qui était le ministre de la Santé. Il y a un décret de 4 lignes qui transfère l'inspection générale des prisons au ministère de la Santé. C'est comme ça que ça commence. Alors les gens de la santé n'y connaissaient rien. La santé connaissait un peu les prisons parce que ça gardait la responsabilité de la lutte contre la tuberculose et les maladies vénériennes. Ça, c'est des médecins de santé publique appartenant aux préfectures qui le faisaient. Mais sinon, ils n'y étaient jamais entrés, ils ne connaissaient pas. Donc ça a été les formations des IGAS, les inspecteurs généraux des affaires sociales, dans les différentes DRAS ou DAS, parce que ce n'était pas encore les ARS, des formations pour qu'ils arrivent à rentrer, qu'ils n'aient pas trop la trouille, parce qu'ils avaient tous la trouille d'aller en prison. Et puis, on voit les manques, qui sont des manques criants, et jusqu'à ce qu'on arrive en 84, où c'était à peu près mûr à ce moment-là, et on pose comme principe qu'il n'y aura plus de médecine spécifique de l'administration pénitentiaire, que c'est confié
à l'administration, enfin aux hôpitaux publics. Et donc tous les services, que ce soit pour les consultations quotidiennes, pour les soins, pour l'embauche des personnels, et pour la fourniture des médicaments, pour le secret des secrétariats, parce qu'il n'y avait aucun secret, enfin peu de secret médical. Tout ça, c'est des gens qui seront embauchés par l'hôpital, et c'est des services hospitaliers qui mettront un pseudopode, enfin disons qui enverront vers l'hôpital. Et donc on voit à ce moment-là des chefs de service des hôpitaux devenir responsables de la médecine des prisons. On passe tous les détenus automatiquement, dès le premier jour de leur incarcération, non seulement à la sécurité sociale, mais à des mutuelles qui les couvrent à 100%. Alors c'est compliqué, plusieurs mutuelles s'y mettent, bon, le système marche. Et chose tout de même très étonnante, même des gens qui à l'extérieur, étrangers en situation sans papier, et dans les 3 premiers mois ne permettant même pas qu'on les inscrive à l'aide médicale État, immédiatement, dès qu'ils rentrent en prison, sont couverts à 100% avec sur le papier, et tout de même assez large, beaucoup plus qu'avant dans les faits, le droit au même type de soins de santé et de soins que n'importe quel détenu hospitalisé dans un hôpital public. L'équivalence de soins. L'équivalence de soins et des personnels qui ont tous les mêmes qualifications que l'hôpital public, avec la même discipline. Et donc c'est le directeur de l'hôpital public, avec son budget à lui, qui, enfin bon, c'est un peu compliqué dans les montages, je vous passe les détails. Voilà, donc ça c'est une différence très importante. Alors ça existait déjà en partie pour la psychiatrie, puisque la psychiatrie avait déjà été installée, c'était compliqué, dans le secteur de les secteurs publics de psychiatrie, qui sont, enfin je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça, mais la psychiatrie était déjà sous la responsabilité d'un psychiatre chef de service de la psychiatrie publique à l'extérieur. Ceci étant, c'est pas pour autant que ça fonctionnait. C'est pas pour autant que enfin voilà. Mais un décret du 12 mars 1986 crée les services médico-psychologiques régionaux. C'est-à-dire c'est bien concrétiser des choses. Bien concrétiser des choses qui existaient. De fait, oui. Dans quelques endroits. Dans quelques endroits. Dans quelques endroits. On me fait signe que on est arrivé au terme, mais avant de se quitter, je voudrais terminer sur une question peut-être plus personnelle à propos de la prison de Montluc, sur laquelle il se trouve que sur une visite institutionnelle de la plus haute autorité de l'État... Donc tu m'as vu à la télévision. Donc je t'ai vu à la télévision. Je t'ai vu à la télévision. Je n'étais pas très fier. Et donc, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu faisais là ? Je regardais. D'accord. Et puis quelqu'un est venu me chercher en disant « Le président de la République veut vous saluer ». Bon. Donc on m'a tiré sur le devant et comme c'était juste à côté des caméras, forcément on m'a vu, quoi. Alors pourquoi est-ce que j'étais là ? Mais j'étais là parce que mon gendre qui était aussi m'avait dit « On va y aller, est-ce que vous viendriez ?» Et Montluc, c'est un endroit que je connaissais déjà d'ailleurs, parce que j'avais été à Montluc dans les années 70, justement, quand c'était ces formations en médecine pénitentiaire, pour voir une prison de femmes, puisque dans les cellules de Montluc, à l'époque, il y avait des femmes avec les enfants. Et comme nurserie, c'était tout de même assez particulier, les enfants n'étaient pas très nombreuses. Mais il se trouve que dans la trajectoire de mon père, qui a été arrêté, que j'ai jamais connu, enfin, si, je l'ai connu jusqu'à ce que j'ai 18 mois, mais qui avait été arrêté à la Voulte, peu à peu, toute mon enfance, je ne connaissais pas du tout ce circuit. Je savais qu'il avait été résistant, qu'il avait été déporté, je ne savais pas grand-chose. L'inscription de tous ces gens, médaille de la Résistance, Légion d'honneur, et toutes ces choses interprises au début des années 60 dans les commissions de délivrance des titres. Donc j'avais 20 ans ou plus quand sont arrivés un beau jour des rouleaux, Légion d'honneur, médaille de la Résistance, ça ne me disait pas grand-chose. Et voilà, il se trouve que ma femme, qui est d'une famille où il y avait plein de résistants aussi, enfin on s'est remis à revoir ses trajectoires, si je peux dire. Et donc il était arrêté à la Voulte, emmené, chose que je ne savais pas non plus, à Saint-Étienne, ensuite Montluc, et de Montluc, si j'en prends Antoine Grande, dont on a dit un mot ici, qui est devenu maintenant, qui était
à Montluc, celui qui s'occupait du patrimoine, enfin bref. Les gens qui étaient arrêtés, donc c'est en 1943, au moment où la Gestapo et Barbie et la milice française lancent les grandes arrestations, notamment dans la vallée du Rhône. Lui, il était en Ardèche. Et certains partent directement vers Auschwitz. Et puis d'autres, dont il fait partie, partent à Fresnes. Où ils vont être, pour ce qui le concerne, affectés au quai de la gare, qui est un système à côté de la gare d'Austerlitz, enfin à Ivry, où les Allemands stockaient tous les biens volés, enfin le maximum de biens volés qu'ils pouvaient avoir, et des détenus étaient affectés au chargement dans les trains. Et si c'était des tableaux, des meubles, on prenait des détenus qui savaient un peu ce que ça voulait dire, vraisemblablement. Et voilà, donc il est là jusqu'à l'avant-dernier convoi de la déportation, et pour une raison pas forcément évidente, mais il semble que, enfin, là aussi c'est raconté, il y a un procès après-guerre, enfin, les détenus sortaient. Et mon père part en permission, il va voir des gens, il va voir dans leur appartement, il s'était marié avec ma mère quelques semaines avant la déclaration de guerre. Pour un qui était en permission, il y en avait 10 qui étaient consignés. Et s'il y en avait un qui ne revenait pas, les 10 étaient déportés. Alors est-ce qu'il part comme ça? J'en sais rien. Il y a une lettre de Drancy, bon, c'est l'avant-dernier train, et il n'y a plus de train, il n'y a plus de locomotive, va-t-il partir, pas partir? Et donc il part à Auschwitz, chose que je ne savais pas, puisque moi j'ai toujours appris qu'il était mort à Buchenwald, et il est vivant sans doute après la marche de la mort d'Auschwitz vers Buchenwald, et il meurt en 1945, 15 jours avant l'arrivée des Américains. Bref, Montluc, c'est un tout petit passage, mais c'est tellement emblématique dans les passages de la résistance, des gens torturés de cette période-là de 1943, que évidemment le fait qu'il y ait quelque chose sur la résistance à Montluc, on me dit, bon. Alors moi je pensais que c'était un peu la grande foule, mais c'était au moment des casserolades. Et donc en fait il y avait très très peu de gens. Il y avait très peu de gens, et il se trouve que vraisemblablement je devais être le seul dans toute cette société, il y avait les infos qui circulaient, qui était quelqu'un encore vivant, dont le père avait été incarcéré là. Donc, voilà, donc je me suis trouvé... J'étais dans la Drôme, là, j'avais aucun vêtement. Je commence par dire non, et puis ensuite, ma femme insiste, et tout de même, quoi donc, parce qu'on est toujours un peu porteur d'une mémoire, et puis les gens qu'on n'a pas connus, c'est quelquefois par la manière dont ils sont nommés, par les commémorations, que vous fabriquez une espèce d'être virtuel qui est, bon... Voilà, bref, je me suis décidé à y aller. J'étais chez Emmaüs en bas Saint-Paul-Trois-Châteaux, où j'ai acheté cette veste, 8 €, je vous la conseille. Je suis arrivé à m'habiller, et voilà, et puis j'y étais entre deux trains, et là-dessus, la chef de cabinet de la préfète vient me chercher en disant « on voudrait vous serrer la louche ». Il me serre la louche, il avait l'air, comment dire, ce personnage... C'est vrai que le contact avec les gens, la qualité de sa poignée de main, moi, je teste pas mal les poignées de main depuis longtemps. Il y en a des molles, il y en a des solides, il y en a des qui sont sincères, il y en a qui sont hypocrites, il y en a qui collent un peu, il y en a qui se dérobent. Et alors elle était comment? Elle était bonne. Elle était bonne avec une vraie expression de bienveillance et d'attention à la personne. Manifestement, il a quelque chose pour capter les gens, ça c'est sûr. C'est pas pour autant que je suis complètement d'accord avec la politique. Et puis du coup, on me posait la question aussi sur Montluc. Mais on termine, mais juste un point que je veux dire, puisqu'il s'agissait de silence tout de même. Oui. Bon, on s'est fendu, certains d'entre nous, de quelques articles pour ce concertina, donc allez les voir, vous trouverez, sur le silence qui déchire, le silence qui révèle, le silence qui empêche... mais aussi, j'insiste, sur le silence stratégique, dans un certain nombre de cas, qui permet d'agir. Quand on pousse à la roue pour des populations qu'on n'aime pas, et en plus, moi je suis administrateur des Médecins du Monde aussi, on plaide pour des populations qu'on n'aime pas, on plaide pour les travailleurs du sexe, ou on plaide pour des gens qui sont des minorités dans des pays qui ne les aiment pas. Pour faire avancer les droits, pour protéger les gens, quelquefois, il faut aussi se servir du silence. Que la mise en évidence dont on peut penser que révéler des choses qui nous choquent, ça va choquer tout le monde et que ça s'arrêtera, quelquefois au contraire ça peut satisfaire ceux qui trouvent que ça ne punit pas encore assez fort.
Donc autant c'est nécessaire, et plutôt dans le cadre de la loi notamment. Il y a une loi, la loi n'est pas respectée, et il y a au moins une base pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis il y a tout de même des évidences de solidarité humaine. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que tout raconter, mais c'est vrai même dans la vie de famille, c'est vrai que tout raconter parce qu'on n'a pas la force de supporter, et quelquefois ça dessert aussi la cause de ce dont on parle. Donc évidemment il faut le déchirer, évidemment le GMP c'était lutter contre le silence arbitraire et pathogène, c'était dans notre gène, c'était informer, mais quelquefois d'informer produit des effets paradoxaux. Donc il ne faut pas le faire sans analyse politique des impacts et quelquefois aussi savoir que le silence peut être une nécessité pour avancer. Merci beaucoup de ce moment de Jean-Marie Delarue tout à l'heure, quand je lui ai dit que je t'interviewais, il m'a dit l'admiration qu'il avait pour toi et ta ténacité ou ta continuité dans ton engagement sur ces questions d'enfermement. Oui, mais ça peut être, vous savez, la continuité, ça peut être une espèce d'imbécilité qui ne remet pas en cause ce qu'on est en train de faire. Hein. Ça, il ne faut tout de même pas avoir trop d'illusions. Moi, j'appelle toujours ça un peu la danseuse. Pourquoi je ne l'ai pas laissé tomber depuis le temps, et avec tout ce temps passé là, pourquoi c'est pas pour gagner du fric ou pour être encore plus célèbre dans sa carrière professionnelle? On est tous un peu tordus à faire ça. Hein. Enfin bref.